Avec tout ce qui se passe dans le monde, suivre l'actualité est essentiel. Pour faire le point sur la politique américaine, les nouvelles internationales et les sujets de l'heure, retrouvez Christian Latreille et nos journalistes. Sur le terrain, en semaine 16h, heure de l'Est, ici RDI. Nous sommes le vendredi 19 septembre. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être des nôtres encore ce matin. Alors qu'aujourd'hui, on se lance officiellement dans une campagne électorale partout au Québec, campagne électorale municipale. Alors, il va peut-être y avoir ce matin ou dans les prochaines heures des pancartes accrochées au poteau qui vont commencer à apparaître dans votre région. Quoique dans certaines municipalités, il n'y a pas nécessairement de course. Bon, tout le monde n'est pas... Il y a encore du temps si des gens veulent se présenter. C'est pas encore fermé, ces candidatures. Mais dans certaines municipalités, il y a encore peu ou pas d'opposition. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des maires et parfois des conseils municipaux au complet qui sont réélus. Donc, mais ça commence aujourd'hui officiellement, cette campagne électorale dans les municipalités du Québec. Donc, on va évidemment revenir là-dessus. C'est Jean-Philippe Robillard qui va nous faire un portrait à ce moment-ci, à la ligne de départ de cette campagne électorale municipale. Sinon, c'est vendredi, donc Alexandra Chatzka sera avec nous et on va revenir avec elle sur la visite de Donald Trump qui a été reçue avec tous les honneurs, avec faste également au Royaume-Uni, lors de notamment ce banquet avec le roi Charles III. Tactique, stratégie de la part de l'administration donc britannique pour amadouer ou flatter dans le sens du poil, si vous voulez, Donald Trump, afin d'obtenir une meilleure entente à Alexandra Chatzka, entente commerciale, j'entends. Alexandra Chatzka sera avec nous un peu plus tard à la fin de l'émission. Pour tout de suite avec moi en studio, Véronique Méran est là. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Et il faudra profiter demain et samedi, pas demain, samedi, oui, samedi et dimanche. Samedi, c'est demain. Samedi et dimanche, c'est demain, c'est ça. De cette dernière fin de semaine d'été. Exactement. Et il va faire beau. Oui, il fera beau, Ouais. mais il y a peut-être un petit facteur surprise. Okay. Du givre, gel possible vers l'Estrie, Laurentides, la Naudière, Québec, l'Outaouais. Montréal, non. Okay. Mais quand même, fraîcheur, oui, en première Pas partie chaud du week-end, surtout. comme la semaine. Non, parce que hier, il a fait 27, un humidex de 30 à Montréal. C'est quelque chose. Là. Donc, déjà, le front est passé, mais il y a eu presque rien. Peu de précipitations, peut-être une gouttelette par endroit, mais vraiment rien avec ça. Là, le ciel est en train de se dégager. C'est peut-être pas complètement fait vers l'Estrie Québec, mais ça va se faire au cours de la matinée. On a une journée plus fraîche, 18-20 degrés. Très beau, ensoleillé. La nuit prochaine, ça reste dégagé. Il fera 6 à Montréal, mais ça variera entre 1 et 3 degrés partout ailleurs. Donc, samedi matin, pas chaud, 17-18 degrés en journée, sous le soleil. Dans la nuit de samedi à dimanche, on répète le même scénario, des températures près de zéro. L'Estrie, Laurentides, la Naudière, Québec, l'Outaouais, toujours un 6 à Montréal. Il fera beau dimanche, tendance au ciel variable en après-midi et ça remonte déjà dimanche, les températures. Là. On va redépasser la barre des 20 degrés, c'est du 19-22 degrés. Et la semaine prochaine, on se maintient avec du 22-23. Des averses à venir dimanche soir et lundi. Alors, quelques précipitations qui feront du bien. Pas assez, mais quand même, quelques averses à venir, essentiellement pour l'arrivée de l'automne qui va se faire lundi, 14h19. Alors, on peut dire que lundi matin sera encore l'été. Oui. On va profiter de chaque moment. Vous allez prendre chaque seconde estivale. Voilà, il faut en profiter. Du côté de l'Abitibi, on ressent déjà la fraîcheur aujourd'hui. Il fait 4 ce matin. Le ciel va se dégager, 14 aujourd'hui, 0 la nuit prochaine. Très belle fin de semaine, entre 17 et 20 degrés. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, en mélange soleil-nuage, les températures oscilleront entre 13 et 15 aujourd'hui. Là aussi, des possibilités de gel au sol la nuit prochaine. C'est du 2 à 4 degrés un peu partout. Une très belle fin de semaine. Fraîcheur, mais je dis fraîcheur, mais 12 à 14, c'est quand même normal pour la Côte-Nord pour cette période-ci de l'année. Il fera beau toute la fin de semaine dans l'est du Québec. Pour ce qui est de l'Ontario, Toronto, Windsor, ça se dégage ce matin, 21-24 aujourd'hui, 19 à Ottawa sous le soleil, un petit peu plus variable sur la portion nord, c'est du 15 à 16 degrés. Et dans l'ouest, surtout pour les régions plus au nord, on surveille encore 2 fortes perturbations, une de vendredi à samedi, donc aujourd'hui à demain, et l'autre
chaude de dimanche à lundi. Secteur côtier, là, en montagne, au nord de Prince-Rupert, c'est du 200-300 mm d'eau possible. Alors, il peut y avoir des inondations dans ce secteur-là. Plus on descend au sud, par exemple, plus les quantités diminuent. Vancouver, c'est du 20 à 30. Victoria, 5 à 10 mm. Ce sera pluvieux, surtout dimanche. Aujourd'hui, il fait beau à Vancouver. Ça se dégage également Edmonton, Calgary, variable pour Regina, Winnipeg. On a un peu de pluie. 18-19 degrés sur le sud du Manitoba et de la Saskatchewan. C'est encore du 23-24 en Alberta. Et la fin de semaine sera à saveur d'été dans les prairies avec des températures qui remontent. Bonne dernière fin de semaine d'été. Certainement. À vous de même. On en profite. Lundi. Merci, Véronique. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. On revient encore sur ces championnats d'athlétisme. C'est à Tokyo. C'est mondiaux. Et le parcours des Canadiens aux 200 mètres s'est finalement arrêté en demi-finale. Pour tous les Canadiens qui étaient qualifiés pour ces demi-finales, ça s'est terminé. En fait, ils n'ont pas réussi à courir suffisamment rapidement, non seulement pour s'assurer une place automatique en terminant parmi les deux premiers de leur vague et n'ont pas su courir suffisamment rapidement pour être parmi ces temps repêchés pour compléter justement ce départ en finale. Donc, chez les hommes, Aaron Brown, André DeGrasse, qui a pourtant couru son meilleur temps de la saison, ainsi que Jérôme Blake, ont tous été freinés. Chez les femmes, c'était Audrey Leduc, la seule représentante canadienne, et malheureusement pour elle, ça s'est aussi arrêté en demi-finale. Peut-être un peu de déception, mais quand même, elle a tout donné. On l'écoute. J'ai tout donné. Malgré qu'on est dans la couloir 2, j'ai pas senti nécessairement que ça me nuit. J'ai essayé d'améliorer les éléments techniques qui ont peut-être moins bien été hier. Donc, j'ai vraiment tout donné, puis je peux pas, c'est ça. Tout donné. On ne pouvait pas aller plus loin que ça. C'est ça, à un moment donné. Au soccer, les Roses de Montréal ont confirmé leur présence en séries éliminatoires. Oui, avec une belle victoire contre le Tides d'Halifax, une victoire de 2-0. C'est Stéphanie Hill et Noémie Paquin qui ont marqué les buts. Et cette victoire leur permet de s'assurer une place parmi les 4 premières qui donnent accès aux séries éliminatoires. C'est aussi une première victoire cette année contre les Tides d'Halifax qui sont pourtant pas une force, mais cette année, ils n'avaient jamais réussi, les Roses, à trouver la victoire contre elles. Et donc, elles se sont assurées cette place avec une belle victoire. Il reste 4 matchs à la saison. Donc là, ce qu'on va faire, c'est travailler pour tenter d'être le mieux positionné possible pour avoir peut-être des adversaires un peu plus à notre portée. Donc, les Roses, avec cette victoire d'hier, ont passé les Rapides d'Ottawa au 2e rang. Il reste encore assez de temps pour peut-être grimper jusqu'au premier rang. Ce ne sera pas facile parce que Toronto semble bien installé au sommet de la Super Ligue du Nord. Mais donc, bonne nouvelle pour les Roses de Laval qui auront du soccer des séries éliminatoires à offrir à leurs partisans et partisanes qui pourront les suivre encore un moment. Et c'est une belle séquence à l'approche de cette fin de saison. Et en cyclisme, l'équipe Israël Premier Tech privée d'une première course en raison de ses liens de l'équipe avec Israël. Et souvenez-vous de cette fin de Tour d'Espagne qui a été freinée par les manifestations à la toute fin, cette dernière étape qui n'a pas été complétée. Et c'est peut-être pas un hasard que ce soit une course espagnole, justement, qui décide de faire l'impasse sur l'équipe Israël Premier Tech. C'est les organisateurs du Grand Camino, qui est une course qui se tient en Espagne en février prochain, qui a décidé de tasser l'équipe. Il y avait des enjeux de sécurité. On a entendu aussi les cyclistes lors du Tour d'Espagne qui avaient dû tenir un vote pour savoir si oui ou non on allait poursuivre ce tour. Donc, on sent qu'il y avait beaucoup de frustration au sein du peloton, au sein aussi du groupe d'organisateurs du Tour d'Espagne. Et c'est pourquoi on a pris cette décision. Et on en a parlé aussi lors des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Je pense que plusieurs organisations de course aimeraient que l'UCI prenne une décision plus claire quant à la présence ou pas de l'équipe Israël Premier Tech. Même si on avait tassé le mot Israël du maillot de l'équipe, même si on prend toutes les mesures nécessaires, comme par exemple avoir des autobus vierges où en fait on ne voit pas le mot Israël sur l'autobus, ça ne suffit pas. Et donc, les gens savent qu'il y a une équipe là et qu'elle est financée, entre autres, par Sylvain Adams, le propriétaire de l'équipe. Exactement. Donc, forcément, que ce soit écrit ou pas, l'équipe, elle est présente. Donc, on voit que le malaise a peut-être un peu plus d'impact maintenant. Donc, voilà une première course qui raye l'équipe. OK. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée, bonne fin de semaine. Alors
Alors oui, je le disais au début de l'émission, c'est parti pour ces élections municipales au Québec. Le vote aura lieu le 2 novembre prochain et le Journal de Montréal de ce matin profite de ce début de campagne, donc 45 jours avant les élections, et nous présente le palmarès des salaires des maires. En une, on voit la photo de la mairesse de Montréal et de la mairesse de Longueuil, du maire de Laval également, notamment, qui gagne plus de 200 000 $ et on a un palmarès, donc on détaille les informations de qui gagne quoi dans les hôtels de ville du Québec, qui sont les élus les mieux payés. Les maires de Montréal, Laval, Longueuil, bien sûr, mais aussi celui de Shawinigan, de même que des conseillers de Longueuil, écrit le Journal de Montréal, avec des salaires de plus de 200 000 $ qui devancent même des maires de grandes villes comme Québec, Saguenay ou Lévis. Certains se demandent, est-ce que des maires sont trop payés, en donnant l'exemple de Michel Anger, maire de Shawinigan, qui a reçu une rémunération de près de 210 000 $ l'an dernier. Bonne, donc, pour le 4e rang au palmarès, même si sa ville est la 22e la plus populeuse du Québec. Il y en a qui estiment que des conseillers ou des maires sont trop rémunérés. C'est le cas dans l'entrevue, dans l'article du Journal de Montréal de Jacques Lemire, qui est un conseiller de l'opposition à Longueuil. Il dit ça n'a pas sa raison d'être. Il y en a qui cumulent plusieurs postes. Si tu veux bien faire ton travail, il ne faut pas non plus que tu sois à 2 millions de commissions. En voulant dire, il ne faut pas que tu sois impliqué dans un paquet de commissions à gauche et à droite. Si on veut se concentrer sur notre travail, c'est lui donc qui donne son avis. Si vous voulez avoir des détails sur les maires et combien gagne le maire de votre municipalité, de votre ville, c'est dans le Journal de Montréal de ce matin, qui nous apprend aussi qu'il y aura 1 an de répit pour les propriétaires de piscines. Vous savez que les propriétaires de piscines doivent faire clôturer leur piscine. Il y a de nouvelles règles qui entrent en vigueur. Ben voilà que la nouvelle ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, a décidé de reporter dans le temps cette règle pour la sécurité autour des piscines. Donc, c'est une question de gros bon sens, a lancé la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault. Donc, l'entrée en vigueur des nouveaux règlements était prévue pour le 30 septembre, mais c'est reporté dans le temps à l'automne 2026, donc 1 an après l'adoption du nouveau projet de loi. En une du Devoir ce matin, des immigrants lâchés par leur employeur. Le Devoir nous raconte l'histoire d'une centaine de travailleurs temporaires qui ont été licenciés par l'entreprise française Newrest, qui était implantée à Dorval et qui risquent maintenant de devoir retourner dans leur pays. Et, évidemment, la question de la liberté d'expression prend encore beaucoup de place dans bien des quotidiens de ce matin. L'analyse de Fabien Deglise dans Le Devoir de ce matin, qui écrit que Trump est à l'assaut de la liberté d'expression. Les attaques du régime de Donald Trump contre l'opposition politique se sont intensifiées cette semaine aux États-Unis. Guidé, écrit Fabien Deglise, désormais par la mémoire de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, assassiné la semaine dernière en Utah. En une du Globe and Mail, on revient sur ce voyage du premier ministre Mark Carney au Mexique. Un voyage éclair parce qu'il sera de retour déjà aujourd'hui. Le Canada et le Mexique espèrent donc que la révision de leur accord de libre-échange avec les États-Unis prévu pour l'année prochaine rendra plus équitable et plus efficace donc cet accord en question. Le Canada et le Mexique qui également tissent des liens de proximité, tissent davantage de liens entre les deux nations pour essayer de contourner essentiellement les États-Unis aussi et d'avoir des ententes directement entre les deux pays sans passer par les États-Unis en ce qui a trait bien sûr aux ententes commerciales. Dans la presse de ce matin, les soldats s'ennuient à D.C. La presse est à Washington. En fait, c'est le chroniqueur Yves Boisvert qui est à Washington et qui se demande est-ce que l'ambiance dans la capitale américaine a changé depuis que la garde nationale y a été déployée. Essentiellement, il dit que les soldats marchent dans la ville, se font voir, mais pas grande intervention à faire pour eux et qu'il y en a qui manifestent en les suivant. Il raconte l'histoire d'un manifestant qui suit les militaires. Il s'appelle Paul Smith avec une pancarte en main et on peut lire sur la pancarte « Don't get used to this », donc ne vous habituez pas à ça. Il dit « Je veux lancer un message politique. Il ne faut pas que les gens s'habituent à voir la garde nationale dans nos rues. » Il a l'impression, lui, que le gouvernement déploie cette garde nationale pour davantage priver des droits à la population. Donc, à lire Yves Boisvert qui est à Washington. Et je termine en vous parlant du site radiocanada.ca. C'est parti, les élections municipales en données et en graphique. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, il y a un article, je dirais, interactif que vous pouvez consulter de mon collègue Daniel Blanchette-Pelletier. C'est en une du radiocanada.ca.
revenons-y en détail sur cette campagne électorale municipale qui commence, je dis 7, mais ces campagnes, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs dans les villes, dans les municipalités, un peu partout au Québec. Il y a des pancartes qui ont commencé à apparaître, même à certains endroits. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Donc, 45 jours de campagne. On ira aux urnes le 2 novembre prochain pour voter pour maire, mairesse, conseiller de quartier, etc. Oui, d'ici là, dans presque toutes les municipalités de la province, il y en a plus de 1000 au Québec. Bien, il y aura une campagne électorale. Il y a plus de 8000 postes d'élus municipaux qui sont en jeu, 1100 postes de maires et près de 6000 postes de conseillers. Et le nombre de postes à pourvoir, Mathieu, ça varie vraiment d'une municipalité à l'autre. Dans les moins populeuses, là, ça peut être par exemple un maire et 4 ou 6 conseillers. Tandis que dans une ville, on va prendre l'exemple de Montréal, il y a 103 postes d'élus à pourvoir. Bon, on le sait, il y a un maire, mais il y a également des maires d'arrondissement, il y a des conseillers, et des conseillers d'arrondissement. Et ceux qui veulent déposer leur candidature, si jamais vous êtes intéressé à vous impliquer, ben vous avez jusqu'au 3 octobre pour le faire. Oui, parce que je le disais au début de l'émission, il y a des municipalités où il n'y a pas d'opposition, où il y a des gens qui sont réélus automatiquement, mais effectivement, il y a encore quelques semaines, si vous voulez d'ailleurs, aux dernières élections, là, Mathieu, plus de la moitié des maires et des conseillers ont été élus sans opposition. Et en 2021, d'ailleurs, il n'y a pas eu d'élection là, dans près de 300 municipalités. Ah, quand même, c'est important. C'est pas marginal, cette histoire-là. Les élus municipaux, oui, qui sont d'ailleurs de plus en plus âgés. Oui, ça, c'est intéressant. Hein. C'est dans le texte, vous en avez parlé de mon collègue, là, Daniel Blanchette, là, qui a sorti toutes sortes de données, qui a passé plusieurs jours à passer à travers ça. Donc, au fil des élections, c'est ce qu'on apprend là, dans son texte. La proportion des élus de 65 ans et plus est celle qui a le plus progressé, Mathieu, alors que les 18 à 34 ans, qui forment pourtant le quart de la population au Québec, demeurent vraiment sous-représentés. Alors, actuellement, l'âge moyen est de 57 ans pour les maires et de 52 ans pour les conseillers municipaux. On remarque aussi que les aînés sont plus nombreux à s'engager politiquement dans les petites municipalités, alors que les plus jeunes, là, eux, ben, c'est davantage, on les retrouve davantage dans les grandes villes. On va surveiller ça, campagne qui commence aujourd'hui, Jean-Philippe Robillard. Oui. Merci beaucoup. Merci, au revoir. On va revenir maintenant sur cette visite de 2 jours de Donald Trump au Royaume-Uni qui ne pouvait pas mieux tomber pour le président américain avec l'affaire Epstein, quoique ça l'a un peu rattrapé jusque-là. On va y revenir. Alexandra Chatzka, que j'ai le plaisir ce matin d'accueillir en studio. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathieu. Alors, on va revenir sur ce faste absolument incroyable déployé par les Britanniques pour l'accueil de Donald Trump. C'est, pourrait-on dire, le soft power, comme on dit britannique. Il faut dire que ça intéresse beaucoup Donald Trump. Oui, tout à fait. Alors, la famille royale a bien joué, Mathieu. Elle a beurré épais. C'est pas moi, c'est le Guardian, le journal britannique, qui le dit littéralement comme ça. Il fallait vraiment amadouer l'imprévisible locataire de la Maison-Blanche qui a eu droit aux honneurs jamais vus auparavant pour un chef d'État. Et là, c'est pas Donald Trump qui le dit, c'est vraiment la presse qui conclut ça. C'est la première fois qu'un président américain est invité 2 fois en Grande-Bretagne. Nixon, par exemple, n'a jamais été invité. Alors, il a été accueilli au château de Windsor, 1300 membres de forces armées britanniques, carrosse tout en dorure, défilé de la garde royale, survol de F-35 aux couleurs du drapeau américain, banquet pour 160 personnes. Vous avez sûrement vu des images. Et là, tenez-vous bien, un vin de l'année de sa naissance et un cognac de l'année de la naissance de sa mère. On est allé dans les détails? Tout à fait. Alors, on a pensé à tout. Les commentateurs ont dit que tout a été un peu exagéré, à la limite faux. Il n'y avait que la pluie qui était authentique. J'ai bien aimé ce commentaire. Pour la famille royale, il s'agissait de flatter Trump dans le sens du poil au maximum avant sa rencontre avec le premier ministre Keir Starmer à la résidence de Chequers, sa résidence secondaire.
hier, jeudi, où les vraies affaires allaient être discutées, beaucoup de dossiers de premier ordre. Oui, effectivement, et on sait la fascination de Trump pour la famille royale, etc. Donc, on a voulu clairement l'impressionner. Vous l'avez bien décrit, économique comme politique, la situation de l'Ukraine, Gaza. Les points de vue diffèrent beaucoup entre Trump et Starmer et même le roi. Oui, ils sont pas mal aux antipodes. Donc, vraiment, le faste royal était ici vraiment nécessaire parce que les points de vue diffèrent beaucoup entre Trump et Starmer. Ce dernier, Keir Starmer, a quand même réussi à convaincre Trump, il faut le dire, pour des tarifs douaniers de 10% seulement. C'est les plus bas de toute l'Europe. Il a l'oreille de Trump, on le dit. Mais quand même, on ne sait jamais avec Trump. Et il faut dire aussi que Trump aime la Grande-Bretagne. Il a ses terrains de golf en Écosse. Il a vraiment une faible pour cette région. Sa mère, d'ailleurs, était née en Écosse. Mais grâce à cet accueil royal, Starmer voulait obtenir plusieurs choses très précises. Suppression totale des taxes sur le whisky, ça c'était bien important, mais aussi des investissements, entre autres dans le domaine des technologies, de l'intelligence artificielle et surtout, politiquement, un engagement pour la défense de l'Ukraine. Ça tient beaucoup. Il y tient beaucoup. Le roi a même parlé de ça durant le banquet. Il voulait aussi prévenir la colère de Trump, puisque la Grande-Bretagne s'apprête à reconnaître, tout comme la France, l'État de Palestine. Et ça va certainement déplaire à Trump. Il a réussi dans une large mesure. Ils ont signé 2 importantes ententes de coopération dans le domaine des technologies et de l'énergie, entre autres. 150 milliards de livres sterling, 7600 emplois. Donc, il y a quand même une réussite là pour le gouvernement britannique, mais les Britanniques n'étaient pas tous d'accord avec cet accueil grandiose, en commençant par ces milliers de manifestants qu'on a bien vus, notamment dans les rues de Londres. Tout à fait, à l'appel d'une organisation ad hoc qui s'est appelée Stop Trump. On a vu des slogans, il y avait vraiment des milliers de gens dans les rues de Londres, mais aussi d'autres villes britanniques. Trump fasciste, etc., d'autres épithètes semblables. Un groupe a organisé des projections, vous l'avez peut-être vu, de Trump et Epstein, la photo de Trump et Epstein, sur une des tours du château de Windsor, la veille de l'arrivée de Trump quand même. D'ailleurs, il y a eu 4 arrestations autour de cette projection. Et la télé publique, Channel 4, a décidé de diffuser une émission spéciale intitulée « La plus longue litanie de mensonges et contre-vérités proférées par Trump ». Alors, vraiment, ici, tout le monde n'était pas d'accord avec cette visite. Les commentateurs se demandent, est-ce que ça vaut la peine de mettre autant de faste pour accueillir Trump, puisqu'il est imprévisible. Du jour au lendemain, il peut planter un couteau dans le dos de ses amis, on l'a vu plusieurs fois. Tous les dirigeants du monde se creusent la tête et observent la Grande-Bretagne en ce moment, jusqu'où aller dans la gentillesse et les flatteries. Mais là, il faut dire que les Britanniques ont réussi sur toute la ligne. Trump a dit, c'est un unbreakable bond. So far, so good. So far, so good. On verra pour l'avenir, mais en tout cas, certainement que l'atout monarchique a joué dans cette histoire-là. Monarchie est clé. Est clé, oui, c'est ça. Alexandra Chatzka, merci, c'est un plaisir de vous avoir en studio. Bonne journée. Merci, Mathieu. On va surveiller, entre autres, aujourd'hui, cette visite du premier ministre du Québec, François Legault, en Abitibi-Témiscamingue. Plusieurs rencontres de prévues, tout ça, donc, depuis que Pierre Dufour, élu représentant d'Abitibi-Témiscamingue, a quitté son caucus. Donc, il va lui-même s'occuper de cette région. On va suivre ça, entre autres, et on apprend ce matin sur notre site Internet que la fonderie Horn de Rouyn-Noranda mène une campagne de lobbying et de relations publiques pour obtenir la garantie que Québec ne va pas lui imposer davantage de normes sur ses émissions d'arsenic, de réduire davantage ses émissions d'arsenic. Thomas Gerbet et Adrien Banville signent cet article sur notre site Internet. Et bien sûr, le premier jour officiel de cette campagne électorale municipale un peu partout au Québec. Vos équipes du matin prennent le relais. Bonne journée.